Ice Saute, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. Ice Saute, bien plus qu'un simple parc de trampoline. Nous sommes le lundi 12 mai. Voici à la une. Bonjour, bon lundi. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous avez pu profiter de cette belle journée. C'était pas très chaud, en tout cas dans le sud du Québec, dans plusieurs régions aussi, mais il y avait présence d'un beau soleil pour la fête des mères que vous avez pu célébrer justement avec votre maman. Vous avez pu lui offrir peut-être des fleurs ou en tout cas rassembler autour d'un bon repas. Content de vous savoir à l'écoute ce matin. On va parler de commerce international ce matin et ça va retenir l'attention tout au long de la journée. Ça risque d'avoir des répercussions fort probablement sur les marchés boursiers parce qu'on a appris au cours des dernières heures que les États-Unis et la Chine ont annoncé qu'ils vont suspendre pour 90 jours la majeure partie des droits de douane que les deux pays s'étaient imposés. Donc, une désescalade dans cette guerre commerciale. Et tout cela, cette baisse donc de ces tarifs imposés sera en vigueur à compter du 14 mai. Donc, les droits de douane vont être de 30 % les droits de douane américains sur la Chine et les droits de douane chinois sur les États-Unis à 10 %. Donc, c'est un recul quand même important. Jean-Philippe Robillard suit les derniers développements. Il sera avec nous un peu plus tard à l'émission. Pour mon collègue Vincent Maisonneuve, qui est déjà en studio. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble dans quelques minutes de Nordvolt qui revient dans l'actualité. Oui, on savait qu'il se passait pas grand-chose sur le chantier de Nordvolt au sud de Montréal, en Montérégie, depuis la faillite de la maison mère et les difficultés financières de l'entreprise. On apprend maintenant qu'il ne se passe pas grand-chose non plus dans les bureaux, puisque bon nombre de dirigeants de l'entreprise ont quitté dans les dernières semaines alors que la société traverse une tempête. C'est notre collègue Thomas Gerbet qui nous apprend ça ce matin et je vous en parle un peu plus tard. Parfait, on va revenir là-dessus. Ouais, des gens qui occupaient des postes clés qui quittent effectivement le navire de Nordvolt. Véronique Méran est là à la météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Oui, c'est une belle journée dans bien des régions. Il y a en tout cas ensoleillé, pas très chaud, mais du beau soleil. Là, la chaleur s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Parce que dans l'ouest, faisait chaud. Et des records en fin de semaine dans l'ouest. Je regardais là du côté du Manitoba, épisode de chaleur exceptionnelle, 1 pour son intensité, 2 pour sa précocité aussi. Il faut remonter en 1952 pour avoir du 30 plus là, pendant quelques jours consécutifs sur le sud du Manitoba. Le record absolu, j'ai vérifié, c'est 37 degrés, un 22 mai en 1980. Okay. Bon, on se rendra peut-être pas là du côté de Winnipeg, mais quand même, encore cette semaine, on le verra tout à l'heure, c'est la trentaine de degrés. C'est cette chaleur-là qui s'en vient vers l'est. Exactement. Donc, ça va progresser tranquillement. Ça va s'affaisser un petit peu. Donc, la trentaine de degrés, c'est pas impossible localement, mais disons que c'est plus nos premiers 25, là, parce que la température la plus chaude jusqu'à maintenant à Montréal, 24,3, on a eu ça le 29 avril. Alors, une poussée d'air d'été, c'est ce qu'on peut dire. Ça va durer une bonne partie de la semaine. Par contre, ça commence aujourd'hui. On y va avec 17-20 degrés, peut-être 21, 23 en Outaouais. Donc, modestement, les nuages sont présents ce matin. Tendance au dégagement cet après-midi. Ça va devenir un mélange soleil-nuage. La nuit prochaine, la dizaine de degrés pour Montréal, mais 2 vers l'Estrie. 4 du côté de Québec. C'est pas chaud. Il y a encore des possibilités de gel par endroit. Et demain, mardi, beau temps, 25 à 27 degrés. Donc là, ça s'installe. Ça se poursuit mercredi aussi. Petit débordement nuageux possible vers le milieu de la semaine, mais c'est surtout le système de vendredi qui apportera des précipitations. Front froid qui va évidemment marquer une cassure des températures. Pour le long week-end, ça va redescendre plus près des normales, 17-22 degrés. On sera plus près de ça. D'ici là, du côté de l'Abitibi, la vingtaine de degrés sous les averses aujourd'hui.
aujourd'hui. À partir de demain, soleil et chaleur. Il fera jusqu'à 28 en Abitibi demain. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, sous les nuages, la Gaspésie, la Côte-Nord également. Donc, assez nuageux aujourd'hui, 14 à 17 degrés. Ça devient un petit peu plus ensoleillé demain et la chaleur gagne les régions de l'Est du Québec à compter de mercredi surtout. En territoire ontarien, plutôt beau, 22-23 degrés portion nord jusqu'à 26 vers Windsor, plus au sud, 23 à Ottawa aujourd'hui. Ça se dégagera en après-midi. Dégagement également du côté de Vancouver, autour de 17. Edmonton, Calgary, 11 à 16 degrés, sous les nuages, un peu de pluie. La trentaine de degrés du côté de Regina, sous un ciel variable. Et le sud du Manitoba, sous avertissement de chaleur. 34 aujourd'hui, 36 demain et 31 mercredi. 8 vendredi. Tout un contraste. Voilà. Merci Véronique, bonne journée, bonne semaine. 2 full games in another period here. When you add it all up, DuPont scores! Catherine Dubois, donc, qui a réussi à inscrire un but pour la victoire de Montréal, donc donnant à l'équipe, justement, un gain, une victoire face à la Charge d'Ottawa. Olivier Pellerin, bonjour. Alors oui, après un match long, le plus long de l'histoire de la LPHF, sinon même de l'histoire du hockey féminin. Du hockey féminin, bonne question. Ouais, LPHF, assurément. C'est une très bonne colle. J'irai faire les calculs un peu plus tard aujourd'hui. Okay. Mais effectivement, ce match très important, cette victoire très importante de Montréal hier, c'est la toute première victoire du club montréalais en séries éliminatoires, en fait, de son histoire. Parce que souvenez-vous, le parcours l'an dernier, c'était 3 matchs, 3 défaites face à Boston et c'était terminé pour la victoire de Montréal. Et là, ben voilà que les Montréalaises se sont imposées hier 3-2 après 7 périodes. Donc, 4e période de prolongation. En prolongation qu'en régulière. Exactement. Et c'est Catherine Dubois, vous l'avez dit, qui a marqué ce but libérateur qui permet donc à Montréal de niveler cette série 1-1 face à la Charge d'Ottawa. Montréal qui avait pris les devants 2-0 dans le match et qui a laissé filer cette avance pour forcer cette prolongation. Et ça aura duré très longtemps. J'avais vécu, moi, la triple prolongation l'an dernier. Ouais. Et c'était quand même assez stressant là, d'y être, imaginé, pour une période supplémentaire hier. Et donc, la victoire qui se remet en selle dans cette série évite un peu les cauchemars, j'ai l'impression. Et Catherine Dubois, ben elle, est-ce qu'elle se souvient de son but? Pas tellement. C'est allé très vite. Je pense que tout le monde était épuisé. On l'écoute. C'est sûr que c'était un but très important. Pour être bien honnête, je pense que j'ai blackout. Je me souviens pas vraiment de ce qui est arrivé. J'ai juste vu les filles s'en venir, puis j'étais tellement contente qu'on remporte ce match-là. On a vécu l'opposé l'année passée, puis ça faisait mal. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait sorti avec la victoire. Hier, j'ai dit à ma fille, viens, c'est 2-0, il reste 3 minutes, c'est fini, c'est gagné. Ma fille a dit, attention, ça peut jouer, OK, on a écouté ça. On a eu le temps de finir, d'aller souper, de revenir, puis de réécouter la fin de la partie. Elle a beaucoup de sagesse, votre fille. Il faudra l'écouter désormais. Mais donc, les 2 premiers matchs se sont terminés. Match numéro 3, ils étaient à Montréal, ces 2 premiers matchs. Donc, match numéro 3 et 4 seront disputés à Ottawa. Donc, le match numéro 3 sera mardi. Et advenant, donc, un match ultime, ce sera un retour à la Place Belle. Et ça aura lieu dimanche prochain. Donc, la victoire de Montréal qui est au plus fort de cette série. Puis, il y avait autre match hier aussi dans un festival offensif entre les Sceptres de Toronto et le Frost du Minnesota. C'est le Frost qui a remporté le match 7-5 et donc prennent les devants 2-1 dans cette série. Donc, autre série très intéressante dans le hockey féminin de la LPHF. Dans la Ligue nationale, donc, les Panthers ont battu les Maple Leafs de Toronto. Une victoire de 2-0 et voilà comme ça que l'avance de 2 victoires des Maple Leafs de Toronto vient de fondre comme neige au soleil. C'est maintenant égalité 2-2 dans cette série. Pour les Jets, hier, il y avait match numéro 3 contre les Stars de Dallas. La série était à égalité 1-1. Mais ça a été une convaincante victoire des Stars de Dallas, face aux Jets. Victoire de 5-2. Et comme ça, ils ont pris les devants 2-1 dans cette série. Et ce soir, ce sera match numéro 4 entre les Oilers et les Golden Knights. Les Oilers avaient remporté les 2 premiers matchs. Les Knights, le match numéro 3. Donc, on verra s'il n'y aura pas répétition un peu de la série des Maple Leafs. Et est-ce que les Oilers peuvent aller en chercher une, au moins pour aller forcer ce match, un match ultime face aux Golden Knights. Donc, c'est à surveiller ce soir à 21h30 et tout juste avant, dans l'Est, match numéro 4 entre les Hurricanes et les Capitals. C'est à 19h, la Caroline qui est devant 2-1. Merci, bonne journée, Olivier. Un plaisir, au revoir.
Oui, on sait que ça va pas très bien pour l'entreprise Nordvolt. La maison mère a fait faillite. Et au Québec, le projet, nous dit-on, est toujours sur les rails. Mais ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a plusieurs de ces têtes dirigeantes de Nordvolt au Québec qui ont quitté, ce qui ajoute beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de ce projet. C'est notre collègue Thomas Gerbet qui nous apprend donc que les cadres importants qui occupent des postes clés démissionnent les uns après les autres au moment, Vincent, où l'entreprise cherche un repreneur à qui vendre ses actifs. Exactement. Il n'y a pas si longtemps, on se souvient, ce projet de méga-usine de batterie en Montérégie, au sud de Montréal, c'était considéré comme le plus gros projet manufacturier de l'histoire du Québec. Un investissement estimé à 7 milliards de dollars. Faut-il rappeler que maintenant, le gouvernement québécois a perdu 270 millions dans l'aventure, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, 200 millions de dollars. Le terrain situé à cheval entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand a été déboisé pour ouvrir la voie à la construction d'une première phase. Mais, et souvenez-vous du mécontentement des écologistes, de certains résidents, il fallait tellement aller vite. Hein? Mais on connaît la suite. Faillite de la maison mère en Suède, syndic de faillite qui travaille à revendre les actifs. Déjà, le syndic est parvenu à vendre des actifs de Nordvolt en Pologne. L'usine en Californie a aussi été vendue. Pour ce qui est de la division nord-américaine, donc le projet dans le Grand Montréal, selon les sources de Thomas Gerbet, il y aurait des repreneurs potentiels qui auraient démontré de l'intérêt, des acheteurs qui pourraient être attirés par le gigantesque terrain qui a été déboisé, par l'accès à l'électricité promis pour ce projet-là, par la propriété intellectuelle ou encore les relations que Nordvolt a avec certains clients. Mais Thomas Gerbet nous indique aussi que le gouvernement Legault espère que le syndic trouvera un acheteur pour relancer ce projet de batterie. Et qu'à la fin de 2024, la filiale nord-américaine de Nordvolt avait quand même dans ses coffres 330 millions de dollars, de quoi tenir sans aide ni investissement jusqu'à l'année prochaine à peu près. OK. Mais là, les travaux en ce moment sont paralysés. Puis Oui. il y a évidemment beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'éventuellement ces travaux-là pourraient reprendre? Oui. Pour l'instant, il y a un minimum de personnes toujours présentes sur le chantier et c'est surtout pour faire respecter certaines règles, répondre à des obligations, notamment environnementales. Il pourrait y avoir de l'intérêt de joueurs internationaux dans le domaine des batteries, mais en même temps, il y a les tensions commerciales avec les États-Unis, ça n'aide pas. Il y a des joueurs asiatiques intéressants, le Japon, la Corée, mais ils ont déjà des projets de batteries au Canada. Est-ce qu'on pourrait se tourner vers la Chine? Les gouvernements du Québec et du Canada pourraient lever plusieurs drapeaux rouges, là, car il y a quand même des enjeux de sécurité nationale qui se posent si on se dirige vers ça. Parce qu'officiellement, la ligne pour Nordvolt, c'est de dire qu'on veut réaliser ce projet au Québec, mais on peut se demander qui va le piloter, ce projet-là. Oui, parce que tout le monde quitte le navire. Thomas Gerbet nous apprend ce matin, en effet, que la directrice des finances de Nordvolt Amérique du Nord a quitté son poste début avril. Le directeur principal stratégie développement d'entreprise et affaires publiques a lui aussi tourné la page. La gestionnaire de l'estimation de l'usine a quitté. La vice-présidente des activités du projet québécois de Nordvolt a quitté pour Hydro-Québec. La directrice environnement de Nordvolt Amérique du Nord est partie, sans oublier le cofondateur de Nordvolt, Paolo Cerrucci, qui a quitté son poste de PDG de Nordvolt Amérique du Nord en janvier 2025. Il est toujours au conseil, mais ça fait beaucoup de monde. Effectivement. Détail aussi dans le texte de Thomas Gerbet, en une de notre site Internet ce matin. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va poursuivre sur ce sujet-là. Tiens, je retrouve quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant quelques années et qui a animé cette revue de presse pendant quelques années à la une, Nicolas Pelletier. Bonjour, Nicolas. Salut, Mathieu. Ouais, qui vient faire un petit saut de puce avec nous pour ce matin. On va parler de Nordvolt, justement, parce qu'il en est question dans Le Devoir ce matin, surtout pour l'aspect environnemental de la chose. Oui, comme quoi le site de Nordvolt a laissé fuir des contaminants, y compris des substances cancérigènes, donc dans les eaux, qui s'écoulent du terrain vers la rivière Richelieu. C'est Le Devoir qui rapporte, entre autres, des deux avis là, du ministère de l'Environnement du Québec, des avis de non-conformité pour des dépassements des normes de rejet par l'entreprise, qui vient contredire la non-responsabilité invoquée par Nordvolt en décembre. Dans une réponse écrite, l'entreprise assure là, qu'elle continue de respecter ses obligations environnementales, que pour la rivière Richelieu, ils sommes largement sous les seuils fixés, mais l'organisme SNAP Québec soulève des questions sur la gestion du site et entre autres en cas d'abandon du projet d'usine à cause de la faillite. Et si la question
de la gestion environnementale vous intéresse ce matin, Radio-Canada.ca nous propose de mieux comprendre, en tout cas, Mathieu, la gestion des déchets dangereux. Un commerce qu'on dit loin des yeux, loin du cœur, et derrière les ententes avec nos voisins américains se cache en fait là, un véritable commerce de ces déchets qui fait face aujourd'hui à un manque d'espace dans le sud du Canada. La violence dans les écoles retient aussi l'attention en Ontario, comme au Québec d'ailleurs. Des morsures, des coups de poing, des coups de pied, des agressions par derrière, là, c'est quelques exemples bien réels soulevés par le Globe and Mail, qui cite une étude de l'Université d'Ottawa datant du mois dernier et qui affirme là, que cette violence en milieu de travail dans les écoles de l'Ontario, c'est si fréquent qu'il faut en parler comme étant une crise et rien de moins parce qu'il faut réaliser que les choses ont changé. Des classes trop nombreuses, du sous-financement, des besoins croissants des élèves, des ressources pédagogiques qui ne suivent pas. Les chercheurs ajoutent que l'insécurité alimentaire, d'autres facteurs socio-économiques aussi aggravent la situation. Et c'est le Journal de Montréal qui en parle du côté du Québec parce que les cas de violence envers le personnel scolaire sont en hausse. Des réclamations en hausse de 77 % depuis 3 ans. Et le portrait n'est que la pointe de l'iceberg, dit-on, parce qu'il s'agit de violences les plus graves qui font l'objet de réclamations. Il est encore question des élections fédérales parce qu'il y a eu des recomptages judiciaires. Ça a été le cas à Terrebonne où finalement c'est le Parti libéral qui l'a emporté par une seule voix. Oui, la gagnante finalement, Tatiana Auguste, la candidate libérale, dit qu'elle a vécu beaucoup de montagnes russes. Donc elle pensait avoir gagné, perdu, puis finalement elle gagne, mais surtout Mathieu, par une seule voix. On dirait que c'est l'espèce de légende urbaine là, de quelqu'un Chaque qui... vote compte. Hein? Oui, entre autres, les personnes ont-elles voté pour elles-mêmes? Parfois, on pose cette question-là. Ouais. Mais là, d'ailleurs, il y a eu des questions à certains électeurs qui disaient « Ah ben, mon vote aurait pu faire la différence. » Donc, une espèce de leçon collective. La gagnante est consciente de la minceur de son gain et salue aussi sa rivale parce qu'elle a dit « Je suis passée par là, moi aussi. » Et quelques initiatives originales pour la fête des mères. Évidemment, c'était journée de célébration pour les mamans hier et il y a quelques, en tout cas, belles photos, des articles au sujet de cette fête des mères hier. Vraiment, et un peu partout à travers le pays, là, il y a des images même du National Post qui montrait une mère militaire qui revenait de mission à Halifax là, et qui serrait sa fille. Le dimanche de la fête des mères, par contre, ça a aussi été une occasion de parler de politique. Par exemple, à Montréal, là, des mères qui se sont mobilisées, les mères au front, elles s'appellent comme ça, organiser une rencontre pour souligner l'importance là, des liens sociaux dans la lutte contre les changements climatiques, mais c'est surtout une sortie particulière à Toronto, moi, qui a retenu mon attention, Mathieu, où la joueuse de baseball, une lanceuse, Ayami Sato, est entrée dans l'histoire parce qu'elle a effectué son premier lancer en tant que membre des Maple Leafs de Toronto. Vous connaissez peut-être l'équipe de hockey, mais moins l'équipe de baseball qui joue dans une ligue professionnelle, donc masculine. C'est la première femme à se joindre à une équipe. Malgré la défaite, elle est déjà considérée là, comme une inspiration pour toutes les jeunes femmes qui étaient là avec leur mère et comme une légende du baseball féminin international. Bref, ça s'est passé du côté de Toronto cette fin de semaine. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Bonne journée. Oui, ça bouge ce matin sur le plan du commerce international. Les États-Unis et la Chine qui ont décidé de mettre leur guerre commerciale sur pause, du moins en partie. Jean-Philippe Robert est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, vous avez suivi ça vraiment, et c'est quoi le dire, au cours des toutes dernières secondes, parce que c'est en cours actuellement. Donc, je vous rappelle que la Chine et les États-Unis s'étaient mutuellement imposés des droits de douane. Mais là, donc, ce matin, on marque une désescalade dans ce conflit. Oui, effectivement, parce qu'on le sait, c'est une guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale au cours des dernières semaines, en fait, depuis le mois d'avril. Alors, après une fin de semaine d'intenses négociations, il y en a même, Mathieu, qui ont parlé de marathon de négociations à Genève, en Suisse. Alors, donc, les États-Unis et la Chine qui se sont entendus
pour suspendre pendant 90 jours, là, à compter du 14 mai, la majorité des tarifs douaniers que les deux puissances se sont imposés mutuellement là, au cours des dernières semaines. Alors, clairement, ce que ça signifie, c'est qu'à compter de mercredi, là, c'est mercredi le 14 mai, les tarifs douaniers américains sur les produits chinois, Mathieu, vont passer de 145 % à 30 % et ceux qu'impose la Chine sur les produits américains, bien, ça va passer de 125 % à 10 %. Et pendant cette pause de 90 jours, là, de 3 mois, ben, les deux pays, il va y avoir des délégations, pardon, ben, il y aura des pourparlers là, donc, qui vont se poursuivre entre les deux puissances. On écoute le secrétaire américain au Trésor, Scott Besson, pardonnez-moi, ouais. Oui, qui a affirmé en point de presse là, tantôt, ça vient toujours de se produire, que le consensus des deux délégations est que les tarifs douaniers élevés, dans le fond, ça équivalait d'une certaine façon à un embargo. On l'écoute, là. The consensus from both delegations this weekend is neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said. Donc, le secrétaire américain au Trésor, donc on l'entend, hein, qui, si vous me permettez de me répéter, qui disait donc que le consensus des deux délégations chinoises américaines, c'est que les tarifs douaniers très élevés, comme ce qu'on a connu au cours des dernières semaines, ça équivalait d'une certaine façon à un embargo et qu'aucune des deux parties ne le souhaite. Mathieu, ce qu'a dit le secrétaire américain au Trésor, c'est que les deux pays veulent faire du commerce, ils veulent également avoir un meilleur équilibre commercial. Tout ça, on le sait, ça a commencé au mois d'avril quand le président américain Donald Trump là, a lancé cette guerre commerciale avec la Chine en imposant des tarifs douaniers élevés aux produits importés de la Chine. Le gouvernement de Pékin a répliqué, ce qui a entraîné une escalade et une guerre commerciale entre les deux pays. Et c'est un conflit, on le sait, qui a perturbé l'économie mondiale et qui a surtout et beaucoup également là, ébranler les marchés financiers. Oui, et la pression devait être très forte parce qu'on a vu certains patrons de grandes chaînes de magasins aux États-Unis rencontrer des représentants à la Maison-Blanche, parler même avec le président parce que ça a un impact, bien sûr, sur les importations et sur ce que vendent ces gens-là à la population. Et sur les prix également. Et sur les prix, effectivement, payés par les consommateurs. Donc, les marchés, est-ce qu'on commence à avoir certaines réactions sur les marchés boursiers à cette heure-ci, là, en Europe et en Asie? Oui, effectivement. Donc, l'annonce de cette trêve va immédiatement là, soulager les marchés financiers. Il y a la bourse de Hong Kong là, qui a bondi de plus de 3 % quelques minutes seulement après l'annonce de cette trêve. On va continuer de surveiller ça ce matin. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Oui, effectivement, ce développement important dans cette guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, ça va continuer de nous occuper, évidemment, au cours de la journée, au cours de la matinée. Donc, on va vous en reparler. Il y a également, au moment où l'on se parle, conférence de presse du pape Léon XIV. Première conférence de presse, donc, depuis son élection en tant que pape. Donc, ça aussi, ça va faire partie des éléments que l'on va surveiller pour vous aujourd'hui et dont on va se reparler durant la matinée dans les radiojournaux. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre. D'ici là, vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Entre-temps, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous réécouter ou nous écouter même en direct sur l'application Radio-Canada Audio. Et si vous voulez nous écrire à la une @radio-canada.ca. Voilà, bon lundi, bon début de semaine. Bonne journée. iSaut, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. iSaut, bien plus qu'un simple parc de trampoline.